Dans les années 1900, les journaux avaient donné des détails plus ou moins nombreux sur la découverte que Sir Harry Johnston ait eu la bonne fortune de faire d'un ruminant de grande taille jusqu'alors inconnu. Il habite les forêts qui bordent la rivière Semliki, dans l'Afrique centrale, au sud du lac Albert, à la lisière de l'Ouganda et du Congo. Voici en quelques mots l'histoire de cette découverte. L'explorateur Sir Harry Johnston était en 1882 et 1883 l'hôte de Stanley, sur le Congo à Stanley Pool. Il visitait le Congo à cette époque un peu en explorateur et surtout en naturaliste. Stanley, un jour qu'il l'entretenait des possibilités de découverte en Afrique, lui dit qu'il estimait que tout ce que l'Afrique tropicale pouvait posséder de plus étonnant, devait se trouver groupé dans la région des montagnes bleues du sud du lac Albert Nyanza. Cette opinion de Stanley fut sans aucun doute une des raisons qui le poussèrent à aller au secours d'Emin Pacha. Son voyage à travers l'immense forêt du Congo vers les montagnes bleues eut pour résultat la découverte de la plus grande chaîne de montagnes, couverte de neige, qu'il y ait en Afrique, le Ruwenzori, qui fait partie des montagnes bleues, de la rivière Semliki, qui constitue le cours supérieur du Nil, du lac Albert-Édouard, d'où cette rivière s'échappe pour couler au pied du Ruwenzori, et de bien d'autres choses intéressantes, parmi lesquelles des détails, beaucoup plus complets que ceux qu'il possédait, sur les pygmées des forêts septentrionales du Congo. Stanley fut le premier à attirer l'attention du monde sur le caractère impénétrable et redoutable de ces puissantes forêts, et à faire allusion aux mystères et aux merveilles qu'elles peuvent offrir aux naturalistes. Les difficultés considérables que rencontra son expédition l'empêchèrent ainsi que ses compagnons d'accorder beaucoup d'attention à l'histoire naturelle. Il convient d'ajouter que les explorateurs sont dans la nécessité de traverser rapidement l'enchevêtrement de ces forêts, il leur est donc très malaisé d'entrer en contact effectif avec les formes de vie qui les habitent. Stanley et Harry discutèrent ces questions à leur retour d'Ouganda. Stanley lui déclara qu'il croyait que l'okapi n'était qu'une bête nouvelle parmi d'autres bêtes nouvelles et étranges qui seront découvertes éventuellement dans ces intéressantes forêts. Il ajouta qu'il avait aperçu une sorte de gigantesque porc de près de 2 mètres de long, et certaines antilopes d'un type absolument inconnu. Quant à l'okapi, qui les intéresse, la seule indication relative à son existence qu'il recueillit, fut que les pygmées avaient connaissance d'un animal, hôte de ces forêts, qui avait beaucoup l'aspect d'un âne, et qu'ils attrapaient dans des fosses. Harry trouvait cette très brève indication, en appendice dans son livre « In Darkest Africa », elle attira son attention quelque temps avant son départ pour l'Ouganda. Il lui semblait si extraordinaire qu'une créature ayant de la ressemblance avec un cheval pût habiter une forêt épaisse, qu'il résolut, si jamais le hasard le conduisait dans cette direction, de le livrer à des recherches. Aussitôt après avoir atteint l'Ouganda à la fin de 1899, Harry entrait en contact avec une importante troupe de pygmées qui avait été enlevée par un impresario allemand, trop entreprenant, et qu'il destinait à être exhibé à l'exposition de Paris de 1900. Profitant de ce que les Belges s'étaient opposés à cette manière de procéder, il arrachait des mains de l'impresario les pygmées, et les garda avec lui, pendant quelques mois dans l'Ouganda, jusqu'au moment où il fut personnellement capable de les reconduire vers leur retraite dans la forêt du Congo. Harry avait d'autres raisons qui intéressaient son gouvernement pour visiter la région nord-ouest du Congo. Aussitôt qu'il put se faire comprendre des pygmées par l'intermédiaire d'un interprète, il les questionnait sur l'existence de cet animal, semblable au cheval, qui vivait dans leur forêt. Ils comprirent immédiatement ce qu'il voulait dire, et désignant une peau de zèbre et une mule vivante, ils l'informèrent que la créature en question, qui était appelée okapi, ressemblait à une mule ornée des raies du zèbre. Dès qu'il eut atteint le Fort Beni, au Congo, sur la rive ouest de la rivière Semliki, il posait des questions aux officiers belges qui étaient stationnés là. Ils connaissaient tous l'okapi, une fois mort. Jamais ils n'avaient vu l'animal vivant, mais leurs soldats indigènes avaient l'habitude de le chasser dans la forêt et de le tuer avec des lances. Ils rapportaient ensuite la peau et la viande pour l'usage du fort. Un des officiers déclara même qu'une peau toute fraîche devait se trouver encore aux abords du fort. Ils la recherchèrent aussitôt, et en découvrirent la plus grande partie, qui avait été abandonnée. Les endroits les plus voyants seuls avaient été coupés par les soldats pour faire des bandoulières. Harry envoyait ces lambeaux en Angleterre avec d'autres qu'il obtint des indigènes de la forêt, pour les soumettre à l'examen du professeur Sclaté. Les officiers belges lui donnèrent des guides, et il prit avec lui tous les pygmées qu'il avait amenés de l'Ouganda, et entrait dans la forêt. Il y resta plusieurs jours à la recherche de l'okapi.
Pendant tout ce temps, il demeurait convaincu qu'il était sur la piste d'une sorte de cheval, et c'est pourquoi lorsque les indigènes leur montrèrent les traces d'un animal à pied fourchu comme l'élan, et leur dirent que c'étaient les traces de l'okapi, Harry ne voulut pas les croire, et il s'imaginait qu'il suivait tout simplement un élan forestier. Ils ne virent jamais l'okapi, comme le séjour dans la forêt rendait toute l'expédition malade, et que la mission officielle de Harry l'appelait ailleurs, il lui fallut abandonner cette recherche. Il avait cependant appris des indigènes que l'okapi était un animal sans moyen de défense, de la taille d'une grande antilope ou d'un mulet, qui n'habitait que la partie la plus touffue de la forêt, le mâle et la femelle se promenaient généralement ensemble. L'okapi passait enfin pour vivre surtout de feuilles. Les officiers belges voyant que Harry était désappointé de ne pouvoir emporter une peau complète voulurent bien lui promettre de faire tout leur possible pour leur en procurer une, qu'ils lui feraient parvenir dans l'Ouganda après son départ. Cette promesse fut mise à exécution par M. Karl Eriksson, officier suédois au service de la Belgique. M. Eriksson lui envoya une peau entière et 2 crânes. La peau et le plus grand des 2 crânes avaient appartenu à un jeune mâle. Avec cette peau, ils ont reconstitué l'okapi, qui est maintenant exposé au musée d'histoire naturelle de South Kensington. Lorsqu'Harry reçut l'envoi de M. Eriksson, il se rendit compte immédiatement de ce qu'était l'okapi, particulièrement de son étroite parenté avec la girafe. Le peu de développement des bosses des cornes lui inclina à croire que l'okapi était plus proche parent de l'Eladotherium que de la girafe actuelle. En adressant ces 2 crânes et cette peau au professeur Ray Lancaster, Harry lui proposait donc d'appeler l'animal l'Eladotherium tigrinum. Le professeur Lancaster, après avoir examiné les spécimens à la lumière de connaissances supérieures aux siennes, conclut que l'okapi était bien plus proche parent de la girafe que de l'Eladotherium, mais qu'il possédait assez de caractères lui appartenant en propre, pour l'obliger à créer un genre nouveau, qu'il proposa d'appeler Okapia. Quant au lambeau de la peau recueilli à son arrivée aux formes bénies, et qui avait fait l'objet de son premier envoi, ces lambeaux avaient appartenu évidemment à un animal plus vieux et plus développé que le spécimen monté et exposé au musée. De l'avis des experts, ils avaient d'abord été considérés comme provenant de la peau d'une espèce de cheval inconnu. Ce nouveau cheval supposé avait été provisoirement nommé par le professeur Sclaté, Equus johnstoni. Le professeur Lancaster, quand il se trouva en face de la peau entière, dut abandonner toute idée de parenté entre l'okapi et le cheval. Il eut alors l'amabilité d'ajouter le nom spécifique de johnstoni, imaginé par le professeur Sclaté, au genre Okapia qu'il venait de fonder. À cette époque, il ne savait rien de plus sur cet hôte extraordinaire des forêts du Congo, seul parent vivant de la girafe. Les découvertes paléontologiques faites en Europe et en Asie leur ont appris qu'il existait une grande famille de ruminants, qui par leur développement et leur caractère n'étaient ni des bovidés, ni des cervidés, mais qui à plusieurs titres occupaient une position à mi-chemin entre ces 2 familles de ruminants onguligrades cornus. La girafe, l'okapi, le Samotherium, Civatherium et Brahmatherium appartiennent à cette famille. Suivant toute probabilité, des proéminences osseuses surgissaient du crâne de ces animaux semblables en quelque sorte à l'apophyse frontale qui soutient les cornes des béufs. De l'extrémité de ces proéminences, ils semblent avoir développé anciennement des cornes, caduques probablement comme celles du progorne. Avec le temps, des êtres tels que la girafe perdirent tout besoin d'armes offensives, et cessèrent de développer des cornes, mais les apophyses d'où les cornes se détachaient autrefois, subsistèrent. C'est encore le cas à l'heure actuelle pour la girafe. Chez l'okapi, ces apophyses osseuses se sont réduites à de simples bosses. En 1919, le zoo d'Antwerp, en Belgique, accueillit son premier okapi, marquant un moment historique dans l'histoire des zoos. L'arrivée de ce forestier insaisissable captiva l'imagination des visiteurs, qui s'émerveillèrent devant son apparence unique. En tant que l'un des premiers zoos au monde à exhiber un okapi, le zoo d'Antwerp joua un rôle crucial dans l'introduction de cette espèce à un public plus large. Les foules affluèrent pour voir cette créature mystérieuse, aux jambes rayées et au cou semblable à celui d'une girafe,
logé dans une enceinte soigneusement conçue rappelant son habitat naturel dans la forêt tropicale du Congo. L'ajout de l'okapi à la collection du zoo offrit aux chercheurs et aux conservationnistes des opportunités inestimables d'étudier et de protéger cette espèce en danger. Encore aujourd'hui, l'okapi reste un des mammifères sauvages les plus mal connus, tant des zoologues que de ceux qui les chassent encore dans les forêts équatoriales du Congo. Les pygmées sont certainement les personnes les mieux renseignées sur les mœurs de cet animal, pour le capturer afin de le manger. Cet herbivore nocturne et solitaire vit exclusivement dans les inextricables forêts de l'Ueli et de l'Aruwimi-Ituri, c'est pour cette raison que son existence n'a été découverte que tardivement par rapport aux autres animaux aussi gros que lui. Sa nature prudente, voire craintive, combinée à un environnement inaccessible et dangereux pour les humains a permis à l'animal de rester secret bien gardé par les seuls humains capables de s'adapter à ces forêts. Cette espèce est si farouche que deux zoologues, James Chapin et Hubert Lang, ne purent capturer un spécimen vivant, lors de leur fructueuse randonnée congolaise en 1913, alors que le connaissait depuis une bonne dizaine d'années et que son aire de répartition est assez localisée. Selon les pygmées bambutis, la femelle mettrait bas un petit, au milieu de la saison des pluies, entre août et octobre, l'époque où la forêt s'emplit de jeunes pousses. Ceux qui sont captifs dans les eaux sont friands de salade et se montrent plutôt calmes avec les personnes qui s'occupent d'eux. Pour se nourrir, l'okapi entoure sa longue langue bleutée et préhensile autour des feuilles à bourgeons pour les attirer jusqu'à sa bouche. La langue lui sert aussi pour l'hygiène, atteignant l'intérieur de ses oreilles, et chez les femelles à nettoyer le petit.